suis assez d'accord avec M. Makatoto. Je crois que nous sommes les descendants de la plus belle collection de têtes de cochon qu'on pouvait réunir au XVIIe siècle. Et que ça tient peut-être, notre résistance tient ça quelque part. Alors, les organisateurs de la conférence de ce soir, que je remercie d'ailleurs de l'invitation, m'ont demandé de vous parler de l'histoire socio-linguistique du Québec et m'ont donné pour ce faire une quinzaine de minutes. C'est ce que j'appelle un méchant contrat. Il va de soi que je ne saurais qu'en donner une esquisse. Il n'y a probablement pas de mot plus lourdement chargé de valeurs symboliques, de contradictions, d'ambiguïté, d'amour et de haine dans notre langue que celui de français. C'est un substantif qui désigne, ou pas, notre langue, un adjectif qui qualifie ou disqualifie pendant longtemps la nation elle-même, les Canadiens français, et toutes ses institutions, sa culture, sa littérature. Jusqu'à ce qu'on leur substitue le substantif et l'adjectif dérivé de Québec dans le mouvement de la Révolution tranquille, ce qui a considérablement allégé le poids qu'il portait, sans résoudre pourtant la question fondamentale qui taraude la conscience collective depuis au moins 2 siècles. Parlons-nous français? Le français, la langue française. À vrai dire, avant le 19e siècle, personne n'en doutait. Inutile de revenir sur tous les témoignages des 17e et 18e siècles, ils sont unanimes et concordants. Du haut en bas de la petite société, on parle très bien le français en Nouvelle-France. Cela n'a rien d'étonnant dans la strate supérieure, ça l'est beaucoup plus, du moins pour les observateurs de l'époque, chez les petites gens, paysans, artisans, soldats, marins, venus des provinces du nord-ouest de la France ou même de la région parisienne, car à la même époque, les groupes sociaux équivalents de la vieille France ne pouvaient prétendre à ce titre de gloire. Le français est alors une langue de prestige, celle de l'élite, des salons. Alors qu'une servante ou qu'un paysan ou qu'un cordonnier parle comme la marquise de Sévigné ou mademoiselle de Scudéry, impensable. À vrai dire, il est peu probable que les servantes canadiennes aient possédé cette langue précieuse, mais le système linguistique en usage dans toutes les couches de la société devait être suffisamment conforme à la norme contemporaine pour qu'on le remarque, qu'on l'écrive et qu'on le répète, jusqu'à ce qu'on se mette à contester cette bonne réputation. Et quand 1807, qui? John Lambert, un voyageur anglais qui remarqua dans la langue parlée au Québec bon nombre d'anglicismes et d'archaïsmes et formula sèchement l'idée que les Canadiens ne méritaient plus la réputation qu'ils avaient eue de bien parler le français. Il faudra encore une bonne trentaine d'années avant que la légitimité de la langue parlée au Québec soit plus gravement mise en cause. Date 1841. Responsable Thomas McGeer, ou plutôt Thomas McGuire, le directeur d'un collège d'origine anglo-irlandaise qui publie cette année-là, à Québec, le manuel des difficultés les plus communes de la langue française adapté au jeune âge et suivi d'un recueil de locutions vicieuses. McGeer s'attaque à de nombreux aspects de la langue, tant la prononciation que le vocabulaire, les expressions courantes, etc. McGeer et Lambert ne sont ni les premiers, ni les seuls observateurs qui remarquent des usages distinctifs, ou déviants, comme on voudra, dans la langue des Canadiens. Jean-Baptiste d'Alérac, le marquis de Montcalm ou le père Pierre-Philippe Potier au XVIIIe siècle en avait noté plusieurs. Michel Bibeau, de 1817, critiquait les anglicismes et certaines prononciations. Alexis de Tocqueville aussi trouvait la langue des journaux et des avocats de Québec bien étrange. Cependant, aucun d'eux ne contestait le fait que les Canadiens parlaient français. Ce qui distingue peut-être Lambert et McGeer, c'est que le français n'est pas leur langue maternelle. McGeer a fait toutes ses études au séminaire de Québec, il devait très bien maîtriser la langue. Lambert, quant à lui, parle de sa connaissance du boarding school French. Il se peut bien que le contexte scolaire de l'apprentissage rende moins tolérant à la variation socio-linguistique inhérente à toute langue vivante. Toujours est-il que le soupçon s'installe autour de 1842 à la faveur de la polémique déclenchée par la parution du manuel de McGeer que la langue des Canadiens n'est peut-être pas du bon français.
Il ne faudra pas plus d'une vingtaine d'années pour qu'un peu partout en Amérique du Nord, on se mette à prétendre que ce n'est pas du français du tout, mais une sorte de patois vaguement apparenté. Malgré d'énergiques dénégations, souvent venues de Français exaspérés par l'obstination des anglophones à ne jurer que par le Parisian French, encore le français scolaire, les Canadiens français en viendront peu à peu à intérioriser cette perception défavorable de leur langue. Il est très révélateur, par exemple, que la société fondée à Québec en 1902, dans le but d'étudier la langue, se soit donné le nom de Société du parler français au Canada. Le parler, et non la langue. Parce que, bien entendu, il n'y a qu'une langue française. Et nous voilà au cœur du problème. C'est une construction idéologique quasi indescriptible, qui remonte au moins à la fondation de l'Académie française, c'est-à-dire 1635, et à Vaugelas, qu'il n'y aurait qu'un seul bon usage du français. Les aléas de l'histoire, la conquête anglaise, la Révolution française, ont éloigné progressivement la variété canadienne de celle de la bonne société parisienne. La classe instruite de la société canadienne-française prend conscience des écarts qui se sont formés entre les deux variétés à la faveur de la polémique déclenchée par le manuel des difficultés, laquelle dure près de 9 mois, d'avril à novembre 1842, et est commentée dans 2 journaux, la Gazette de Québec et le Canadien, ainsi que dans plusieurs numéros d'une revue publiée à Montréal, l'Encyclopédie canadienne, journal littéraire et scientifique. Les gens instruits perçoivent cette évolution divergente comme une grave menace. À raison sans doute, comme le montre la suite de l'histoire, car la dévalorisation de leur langue causera un tort considérable à de nombreuses générations de Canadiens français. Les acteurs de la polémique de 1842, Thomas Maguire, Jérôme Demers, qui était directeur du Petit Séminaire de Québec, Étienne Parent, rédacteur en chef du Canadien, Michel Guibault, qui était le rédacteur en chef de l'Encyclopédie canadienne, s'entendaient tous sur une chose. Le français parlé au Canada devait être conforme à la norme contemporaine de France. Et toute la difficulté résidait précisément là. Quelle était exactement cette norme? Les ouvrages de référence n'étaient pas d'accord sur bien des points, et les polémistes de Québec et de Montréal en étaient réduits à devoir mesurer la valeur des lexicographes et grammairiens sur lesquels ils s'appuyaient. La difficulté demeure grande aujourd'hui encore. Les linguistes qui étudient l'histoire du français affirment que la langue n'a jamais eu une seule norme unifiée. Et les sociolinguistes du XXIe siècle, qui travaillent sur les variétés de français parlé, sont obligés d'avoir recours à la notion de français de référence et de la description qu'en donnent les ouvrages de français langue étrangère, tant la notion de norme leur paraît problématique. Toutes les discussions de 1842, doit-on prononcer swear ou soir? Peut-on dire ce saut est ébaroui, demain au soir, en Canada, une corde de bois, embarquée dans sa calèche, enfin, vous voyez le genre de faute, de choses qui étaient contestées. Donc, toutes ces discussions, comme du reste une bonne partie des discours sur la langue au Québec au 19e et au 20e siècle, reposent sur une prémisse, la norme, qui, si tant est qu'elle existe, est à tout le moins bien difficile à cerner, fuyante, mouvante, voire introuvable. Paradoxalement, cet attachement à l'idée d'un bon usage unique est un trait culturel particulièrement français, et l'adhésion des Québécois à cette conception d'une langue monument fait la preuve par l'absurde de leur indéniable appartenance à la culture française. Donc, dès 1842, le doute s'installe chez les Canadiens français instruits qu'une partie au moins de leurs usages ne serait pas du bon français. Plusieurs prononciations dénoncées par Maguire, Demers ou Guibault, beaucoup de vocabulaire, nombre d'expressions très courantes. C'est aussi le moment où on prend conscience de l'influence considérable qu'a prise l'anglais sur la langue quotidienne. Influence que dénonçait Michel Guibault depuis le début du siècle. La question était alors de savoir ce qui, dans l'ensemble des écarts par rapport à la norme du français contemporain, si on parvenait à la cerner, était légitime et ce qui devait être rejeté. Question bien litigieuse,
car à l'exception des emprunts à l'anglais, que tous excluent dans une belle unanimité, il n'y a que les néologismes désignant des réalités exclusivement canadiennes pour remporter tous les suffrages. Avant la création de la Société du parler français au Canada, la plupart des auteurs de commentaires sur la langue souhaitent la modernisation du français canadien et son rapprochement de la norme de France. Les archaïsmes, les provincialismes, les termes maritimes, les amérindianismes, la langue populaire ne sont pas très bien vus des journalistes et écrivains. Arthur Buis, Louis Fréchette, Alphonse Lusignan et bien d'autres, au cours des années 1860-1900, tentent par des chroniques dans les journaux, des diverses publications ou conférences, de provoquer ce rapprochement. L'enjeu est de taille. Il faut à tout prix éviter que la langue des Canadiens français ne soit plus reconnue comme du français. Or, le mythe du French Canadian patois est déjà bien enraciné. Quelle proportion de variantes non normatives peut-on se permettre? À cette époque, les intellectuels semblent croire que la marge de manœuvre est bien faite.